Bonsoir. Merci à tous d'être présents. Sur le même créneau, il y avait une session sur du JUnit. Donc j'imagine que vous faites tous des tests unitaires dans la salle, au moins en Java. Et vous êtes là pour voir la suite des tests d'intégration. S'il te plaît, dessine-moi un test d'intégration. Donc je vais essayer de vous montrer comment on fait des tests d'intégration via un outil qu'on a développé à OVH. Et à la fin des 30 minutes, j'espère avoir convaincu quelques centaines de personnes. Je ne sais pas combien il y a de personnes dans la salle. Avant de commencer, je suis Yves Nicano. Vous allez me retrouver sur Twitter et Twitter quasiment uniquement, sur le Yes/No, le login. Je suis au OVH depuis quelques années et je suis dans l'équipe Continuous Delivery. Alors l'équipe Continuous Delivery à OVH, elle a un objectif, c'est d'aider les développeurs, les sysadmins à compiler, à tester, à déployer les applications du SI interne. Et pour ça, nous avons développé un outil qui s'appelle CDS. Donc c'est une plateforme de CI qui fait tourner la CI d'OVH pour l'interne. Cet outil est open source, vous allez le retrouver sur le GitHub d'OVH. Et c'est dans le cadre du développement de cet outil qu'on a eu besoin de faire des tests d'intégration. Alors qu'est-ce qu'un test d'intégration? Un test d'intégration, tester les fonctionnalités d'un système sur l'ensemble des composants fraîchement construits via des scénarios utilisateurs. Je la refais, vous développez quelque chose. Vous compilez ce que vous développez en local. Vous lancez votre application en local. Et là, vous avez envie de tester, comme un utilisateur. Ce scénario que vous faites en local pour tester votre application, vous avez peut-être envie de le reproduire sur un environnement de staging, de pré-prod, de prod. Et finalement, il faut faire des tests d'intégration, il faut tester votre applicatif, non pas que sur la branche master, non pas qu'une fois que c'est déployé en pré-prod ou en prod, mais tout le temps. Tout le temps, c'est-à-dire chaque branche de dev, chaque fonctionnalité que vous développez doit faire l'objet d'une pull request, d'une revue de code, j'espère, en tout cas si vous travaillez en équipe. Et dans la revue de code, peut-être que vous pouvez demander à vos collègues de dire dis-moi quand j'oublie de faire mon test d'intégration. Alors, je reprends le côté scénario. Un scénario, on va prendre un cas simple. On va prendre un scénario où vous avez une application qui fait un enregistrement utilisateur. L'enregistrement utilisateur, je pense que vous avez, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont eu besoin de créer une application qui enregistre un utilisateur. On envoie le mail pour vérifier que l'utilisateur existe bien, valider l'adresse mail. Dans le mail envoyé à l'utilisateur, il y a un petit lien. Le petit lien, l'utilisateur doit cliquer dessus pour réouvrir son navigateur et finalement ça permet à l'application de vérifier que l'utilisateur existe bien. Alors là finalement on a fait quoi? On a fait du web, vous avez ouvert votre navigateur, vous avez rempli un formulaire, vous avez cliqué sur le bouton, ça a envoyé un mail. L'humain est allé regarder le mail, il a pris l'URL, il a cliqué dessus, il a réouvert le navigateur. Alors on a navigué entre du HTTP ou du web, c'est une petite signification. Web dans le sens où c'est le navigateur qui a fait les actions. HTTP si toutefois on avait discuté avec une API, et après ça fait un call IMAP pour le client mail de l'utilisateur, aller chercher le mail en IMAP, etc. Donc ça c'est un vrai scénario, c'est un cas ultra simple, et pour autant avec les outils du marché, alors je ne connais pas tous les outils du marché, c'est quand même assez compliqué de le faire. Sans faire un script bash. On va prendre un script bash. Un script bash qui fait un curl. Un curl pour enregistrer un utilisateur. Alors je ne parle pas de Selenium, on pourra peut-être en parler après, mais un script bash qui va faire un appel à une API. On va récupérer le call à l'API, et puis là on va faire du JQ ou des regex pour extraire des variables, et au final on se retrouve avec un bash gigantesque. C'est ce qui nous est arrivé en fait dans le développement de CDS. Donc CDS c'est un open source depuis 2016, et on a fait des tests d'intégration. Donc les tests d'intégration de CDS, c'était on lance une command line, ça tape sur notre API, ça envoie des mails, ça navigue sur le navigateur, et on avait besoin de faire des tests d'intégration. On s'est retrouvé avec un script bash
et on n'en voulait plus, parce que c'était ultra compliqué à maintenir. Alors un test d'intégration, c'est facile à écrire, et c'est plus compliqué à maintenir. Nos besoins, pas de boilerplate code, on ne veut pas de bash. On ne veut pas des scripts à rallonge où finalement c'est compliqué à maintenir, surtout quand les tests d'intégration font partie des pull requests. On veut que ça soit as code. Bah oui, parce que si on veut que les tests d'intégration fassent partie de votre process de revue de code, il faut que ça fasse partie du code. Donc à côté de votre code, il y a les tests d'intégration. Si vous utilisez ce qu'on a développé, multiprotocole, donc ça on l'a vu, il faut que ça fasse du web, de l'IMAP. Output standard. Alors output standard, c'est quoi? Alors c'est bien beau de lancer les tests en local. OK, c'est KO, OK, ou failed, il y a un truc qui ne va pas. OK, c'est success. Ou failed, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut que cet outil de test d'intégration soit utilisable en CI. Qui dit en CI, il dit export de résultats. Donc nous, on a choisi un export XUnit. Comme ça, vous pouvez le coller dans votre outil de CI préféré pour avoir les résultats des tests. Alors portable. DevNCI, donc nous on développe sur du Linux ou du Windows, pas du tout. Du Linux et de l'OS X, on n'a pas de Windows en fait, très peu. Et pour autant l'outil, il doit être utilisable, peu importe l'archi, peu importe l'OS. Donc sur le poste de dev et en CI, c'est en ça où il faut que l'outil de test d'intégration soit portable. Alors pour ça on a développé Venom. Venom, vous allez le retrouver sur le GitHub d'OVH. À cette adresse et vous allez pouvoir le télécharger sur la page de release. Donc Venom, c'est quoi? C'est un binaire. Vous allez prendre le binaire qui correspond à votre release, c'est tout. Tools in action. On est là pour ça quand même. Hop, alors je quitte ça. Je vais là. Voilà. Donc ici, j'ai 6 fichiers à vous montrer. 6 fichiers à vous montrer. On va prendre le premier fichier YAML. Un fichier YAML, c'est égal à une test suite. Dans une test suite, il y a des test cases. Dans les test cases, il y a des steps. Vous me suivez? Une test suite, un fichier YAML. Ici, je vais regarder là plutôt. Ici, j'ai un test case qui lance une step. La step, elle fait quoi? Elle fait echo foo. L'outil s'appelle Venom, le binaire s'appelle Venom. Venom run, mon fichier s'appelle 0 simple YAML. OK. Alors là, ça fait quoi? Ça a lancé la commande echo foo et il y a des assertions par défaut. Comme c'est ici un step de type exec, en fait, les steps utilisent des exécuteurs. Ici, on utilise l'exécuteur exec. Alors, je suis désolé pour le petit jeu de mots pas approprié en début de conf. Donc là, on a utilisé l'exécuteur exec. Et l'exécuteur exec a une assertion par défaut. On va vérifier que le retour, l'exit code de la commande echo est égal à 0. Donc là, si j'avais utilisé une commande qui n'existe pas sur ma machine et que je lance, qu'est-ce qu'on s'attend à voir? On s'attend à voir un failed. Je lance. Et là, ça me dit expected 0. Et pour autant, j'ai eu 127. Il sort d'où le 127? Le 127, il sort du système. Hein. Donc si je fais la même commande, echo foo, et que j'affiche l'exit code, ça me sort 127. Donc, premier exemple, c'était le fait de vérifier, de lancer un exécuteur, on a des assertions par défaut. Deuxième exemple, la première partie, c'est strictement le premier exemple. Donc je passe. Deuxième test case, ici, on va faire echo foo. Pareil, on va explicitement dire, je veux que la sortie soit égale à 0. Should equal, 0. Donc là, on peut manipuler des variables. Result.code, c'est l'exit code de la commande echo. Ici, en dessous, je lance echo bar. Echo bar, donc l'output de la commande echo, ça affiche bar. Vous me suivez? Pour l'instant, c'est pas compliqué. Et bien finalement, le système out de la commande, je veux que ça ne contienne pas foo. Si ça contient foo, c'est une erreur. OK? Et time seconde, je veux que la commande s'exécute en moins de 1 seconde. J'espère que c'est le cas, parce que sinon,
c'est que ma machine n'est pas rapide. Et j'y crois pas. Donc Venom Run, un simple. C'est parti, ok, tout passe. Donc je vais changer juste le deuxième. Ici, je vais afficher fou. Donc là, ça va failer. Ok, ça fail. Expected foo. Et je m'attendais à ne pas avoir fou. Donc les petits mots-clés ici dans les assertions, il y en a un petit paquet. Il y en a un petit paquet, je les ai en dessous là. On va pas se les faire, hein, c'est trop loin. Mais vous avez le choix. Vous pouvez faire beaucoup d'assertions différentes. Ok, donc ça c'est cas simple. Cas suivant. Alors avant d'aller voir le cas suivant, hop là, je vais aller là-dessus. J'ai fait une petite application, il y a un back-end, une API, il y a un front. C'est d'Angular, mais peu importe. Le front a un formulaire pour créer un utilisateur. On va faire le cas d'ailleurs. Hop là, register. Donc je vais enregistrer un nouvel utilisateur. Hop là. Alors l'application me permet d'enregistrer plusieurs fois le même utilisateur, hein, sinon ce serait un peu compliqué de tester sans arrêt la démo. Register. Donc ici, le front a dit à l'API l'un nouvel utilisateur. L'API a envoyé un mail. Hop là, j'ai un Thunderbird d'ouvert. Le mail donc, a été envoyé par l'API. Jusque-là, rien de magique. Dans le mail, il y a une URL. Alors je vous montre ça de manière humaine, hein, parce qu'on va l'automatiser tout ça après. Je clique sur le mail. Le count est verified. Login. Je me log. J'ai des choses. Ok, ça va? L'application ne fait que ça. Ah oui, il y a une petite page langage qui affiche des langages de dev. Logout. Alors hop, je reviens là, je vais le mail, et je reviens sur mon exemple. Donc l'exemple 2, backend HTTP. Backend HTTP, toujours notre exécuteur exec qui fait un curl. Le curl, il s'attend, on attend du curl à ce qu'il retourne 0. Et hello devoxfr, donc si je vais dessus, c'est hello devoxfr. Donc le body retourné par l'appel, c'est hello devoxfr. On change d'exécuteur. Ici, on fait exactement la même chose, sauf qu'on utilise un exécuteur HTTP. L'exécuteur HTTP permet de positionner les headers plus facilement qu'avec un curl, mais globalement, ça fait la même chose qu'un curl. Sauf que on peut du coup jouer avec les statu codes pareil. Donc je descends un petit peu plus loin. On peut poster des bodies, on aurait pu le faire avec un curl aussi. Hop là, donc là, je poste un body pour me loguer sur le back-end. Je descends, et là, et c'est ça que je vais vous montrer ici en fait. Ici, je poste sur l'URL login. Je poste, donc c'est l'authentification de l'utilisateur, user, mot de passe. Cette authentification va me sortir un body et un token, le token JWT pour faire l'authentique. Et je vais ici rajouter un header pour faire le call suivant à l'API pour aller voir sur l'IHM la page de profil, et je vais rajouter une autorisation. Alors je vais vous montrer juste quelque chose qui est important pour bien comprendre ce qui se passe. Hop, j'affiche en gros la console, très gros. Je poste sur... Elle est un peu trop gros en fait. Hop là, non c'est là, je veux. Je vais pas l'avoir. Hein? Je vais pas l'avoir. Comment? Je ne vois pas l'intervalle. Bon, ok, ça, tout à fait. Bim, bim, voilà, merci. Donc j'ai posté sur le /me, donc localhost 2.480/me, ça m'a donné une réponse. La réponse, donc ça c'est la réponse du /me. Ce que je voulais vous montrer, c'est le post sur le login. Ça m'a donné une réponse, et dans la réponse, c'est un JSON avec un attribut token. Token, la chose que je vais réutiliser dans les appels après. Je reviens sur le test. Donc ici, j'ai posté sur le /login, et je vais réutiliser ce token dans les calls suivants. Donc, on va faire appel à une notion de variable dans Venom. Donc, on va utiliser le token
qui était dans le body en JSON du call précédent. Le call précédent, ici, il s'appelle login. Donc le test case login a été exécuté. Il a un résultat. Dans le résultat, il y a un body JSON qui est manipulable. Et je vais utiliser le token. OK, ça va. Et ensuite, je fais un call à langage. Mais ça, on va le voir après. Donc, Venom Run, backend HTTP, c'est en succès. Et donc, le dernier c'est exactement pareil. On va réutiliser une variable du call d'avant, token. Et puis, on va faire une assertion. Et après, on va passer aux choses marrantes. On va faire une assertion sur le body JSON du call sur le / langage. Je vous la refais, le call sur le / langage, le call plop. Je m'en sors pas avec les machins là. Voilà, le call sur le / langage, ça me renvoie un tableau de JSON qui contient juste un tableau d'éléments. Chaque élément, c'est un name et un score. Moi, je veux vérifier dans mon insertion que le premier élément du tableau qui est renvoyé, que son nom, c'est bien Java. Donc là, on a bien Java en nom. Mon insertion dans Venom, je veux vérifier que le premier élément, body JSON 0, que son nom est égal à Java. Okay, donc, on a ici une test suite avec deux types d'exécuteurs, un qui fait du curl ou une CLI, ou peu importe quel binaire que vous voulez lancer, et un exécuteur HTTP. Suivant, on a une test suite. Une test suite qui fait un call sur le / register. Donc on va lui donner l'adresse mail, le nom, le mot de passe. Donc c'est la petite démo que j'ai faite tout à l'heure avec l'IHM. Et là, on va utiliser un autre exécuteur, l'exécuteur mail. L'exécuteur mail, en fait, non, c'est l'exécuteur IMAP, parce que mail, ça veut un peu rien dire. L'exécuteur IMAP, là, je vais aller chercher le mail dans ma boîte mail, qui correspond à celui qui a été envoyé par l'application pour faire l'authentification. Je prends le mail. D'abord, je le trouve. Je prends le mail. Je regarde le body du mail. Dans le body, il y a une URL. J'extrais cette URL et je vais utiliser cette URL pour aller valider finalement que la boucle de je ne sais pas comment je le dis en français, mais la boucle de register fonctionne. Donc on va aller chercher je vais l'exécuter. Hop, Venom Run. 3 backend. Donc là, ça fait des choses. J'ouvre Thunderbird. Il y a un mail qui va arriver. Hop, là, il arrive. Il y a Venom qui continue son test, sa step. Et le mail, il est parti parce qu'il a été traité par Venom et Venom l'a déplacé dans une boîte pour dire c'est bon, ce mail, je l'archive. Les mails, ils partent dans le mail matches. Alors, c'est pas magique, hein. Ça, c'est une petite option de l'exécuteur qui dit quand j'ai réussi à trouver mon mail et que je l'ai traité, je vais le déplacer dans le dossier mail matches. Et là, cette URL qui change tout le temps, et à chaque fois que votre utilisateur s'enregistre, cette URL, ici, on va l'extraire. On va la coller dans une variable URL verify. Donc, c'est une petite regex. Donc, le mail, ça contient blablabla, bienvenue, suivez ce lien, l'URL. Donc là, on va capturer l'URL. On la met dans une variable URL verify. Et ce qu'on va vouloir faire de manière automatique, c'est prendre cette variable et aller dessus. Donc finalement, on va utiliser après l'exécuteur HTTP. On colle la variable. .getMail, c'est pas magique. GetMail, c'est quoi? C'est le nom du test case qui est au-dessus. Et dans le test case getMail, il y a la variable URL verify qui a été récupérée. Et on va vérifier, une fois qu'on est allé sur cette URL, qu'on est bien en 200. Du coup, que l'utilisateur a bien été enregistré et vérifié. Suivant. Donc là, on a fait quoi? On a fait un exécuteur HTTP, IMAP, exec. Suivant. Alors celui-là, il est un peu marrant parce qu'il fait bouger les fenêtres. Venom Run. cat login. Alors bien sûr, je vous l'ai pas dit, mais on peut faire Venom Run étoile.yaml. Hein. Ça envoie tout d'un coup. Et si vous avez 100 test cases, vous pouvez mettre un coefficient de parallélisme pour dire j'en mets 10 à chaque fois, comme ça,
vous y allez un peu plus vite pour faire les tests d'intégration. Là, je vous les fais un par un, mais ça peut aller plus vite. Donc le test sur la navigation web. La navigation web, c'est comme un Selenium. Le Selenium, ça va ouvrir une page, ça va remplir les boîtes, ça va cliquer, vous allez cliquer sur un bouton, vous allez faire des actions, des screenshots, et je l'envoie. Et donc là, on va regarder... alors ça, c'est un test case qui va uniquement tester le login. Ah oui, j'avais du zoom. Hop, ouais, ok, c'est fini. Donc là, on a fait quoi? Ça allait un peu vite, mais ça fait un login. Alors par chance, j'ai pris des screenshots, on va les revoir. Premier screenshot, ça m'a ouvert la page. Deuxième, ça me l'a rempli. Troisième, ça a vérifié que le gars était bien connecté. Je retourne dans les steps. Donc l'exécuteur web utilise soit Chrome Driver, soit PhantomJS. Derrière, ça utilise une librairie qui est utilisée par Selenium. Donc on peut paramétrer des choses. Ici, on va naviguer sur l'URL. On va prendre un screenshot. Ici, on va remplir les éléments HTTP, les éléments de la page web. On va utiliser des variables. On prend un screenshot, blablabla, on continue. Et à la fin, on va vérifier que dans la dernière page sur laquelle on est arrivé, qu'il y a bien une balise H1 qui a pour ID Hello Title. Et on va vérifier son contenu. OK. Au-dessus, vous avez vu, il y a juste des variables là. Donc là, c'est des variables, c'est un peu les variables par défaut. Donc vous faites Venom Run en local, ça utilise ces variables. Mais si vous lancez Venom sur votre outil de CI, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Hop là. Donc Venom Run, le fichier YAML, --var, et vous allez surcharger les variables. Là, ça va faire quoi? Ça va me faire un login failed. Voilà, failed. Ça ferme et Venom sort en erreur. Samedi, c'est failed. Et très bien. Alors une fois qu'on a fait ça, j'ai un dernier, un avant-dernier. Là, c'est un full. Alors le full, il fait quoi? Il va faire un nouvel utilisateur par le browser. Ça va envoyer un mail, on va aller regarder le mail, on va extraire l'URL du mail, on va aller réouvrir l'URL. On va vérifier tout ça, après on va faire un login et on va aller sur la page de langage. Donc là, on a fait la totale. Venom Run, full YAML. Donc là, on va regarder bouger. Ça ouvre la bonne URL, ça remplit les champs. Le backend va envoyer un mail. Venom va aller chercher le mail. Il va aller extraire l'URL qui change sans arrêt. On va aller dessus. Je vais un peu vite. Donc là, le mail est là. Le mail va partir. C'est pas une vidéo, hein, c'est du live, hein, croyez-moi. Voilà. Là, Venom a fait des checks. Je ne sais pas s'il a fini. Ouais, il a fini. Donc, est-ce que tout s'est bien passé? Ouais, tout s'est bien passé. Et en plus, ça a pris plein de screenshots parce que j'ai demandé à ce que ça prenne des screenshots. C'est pratique les screenshots parce que quand ça marche pas, on voit pourquoi ça n'a pas marché. Surtout si vous le lancez sur votre outil de CI, vous pouvez regarder ce qui s'est passé sur l'outil de CI et un peu mieux comprendre ce qui se passe. Alors le dernier, je vous ai dit tout à l'heure, il y a la page de langage. La page de langage, ça renvoie un JSON avec des langages. Ce JSON, en fait, les langages sont présents dans une petite base Redis. Donc là, c'est juste un exemple d'un exécuteur Redis. Un exécuteur Redis, on va lui donner un contexte où est le Redis. On va lui donner les commandes à passer. Toutes les commandes sont supportées. Et on va faire des assertions dessus. Donc on va vérifier que dans le résultat de la commande, donc là on peut mettre plusieurs commandes. Hein. Là il n'y en a qu'une, mais on peut les enchaîner, on peut faire une liste de commandes. Et donc dans la réponse de la première commande, on va vérifier qu'on a bien 20 éléments dans le Redis, etc. Donc là je fais Venom Run 6 Redis. Et là vous l'avez compris. Est-ce que vous avez compris qu'il y a une notion de multiprotocole? Multiprotocole, vous pouvez au sein d'un même test case, d'une même test suite, test case aussi, au sein d'une même test suite, vous pouvez faire plein d'exécuteurs.
Vous pouvez utiliser plein d'exécuteurs. Hop là. Et il y en a pas mal. Alors on a vu l'exécuteur HTTP, l'exécuteur web pour naviguer, HTTP pour faire des calls sur les API REST, l'exécuteur IMAP pour aller chercher les mails, l'exécuteur SMTP pour tester l'exécuteur IMAP. Alors lui, il était vraiment là pour ça à la base. L'exécuteur readfile pour ouvrir des fichiers, vérifier leur contenu, etc. SSH, Kafka, Redis, DB Feature et OH API. En fait, ça, c'est des choses qui n'ont pas été développées par les auteurs de Venom. Finalement, c'est des gens chez nous qui ont besoin de faire des tests avec du Kafka. Donc, ils vérifient que leur applicatif envoie bien un message en Kafka. Comme ça, Venom va chercher le message en Kafka et il va vérifier le contenu du message. Donc, le test d'intégration, c'est pas non plus quelque chose qui se cantonne au comportement humain. On peut coller avec Venom des checks. L'humain va créer quelque chose dans le back-end, ça va vérifier au niveau front que c'est OK, mais en plus, on va aller pouvoir vérifier dans les bases ou dans Kafka ou dans Redis que c'est OK. S'il n'y a pas l'exécuteur que vous voulez, c'est assez simple d'écrire un exécuteur ou de nous demander de nous faire des paires dessus. Hop là. Alors, il me reste 3 minutes 40. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, il y a des questions. Comment ? Oui, je vais répéter les questions. Ouais. Alors non, il n'y a pas RabbitMQ. Non, parce qu'on n'en a plus besoin pour l'instant. Si toutefois tu nous fais une... je ne vais pas te demander une PR, ce serait excellent. Mais si toutefois tu nous fais une issue, je pense qu'on sera le plaisir de l'implémenter. Et il me semble même que c'était dans la roadmap qu'on avait sur Venom. Oui. Est-ce qu'on peut factoriser des morceaux de step Oui. pour les réutiliser, en fait, se loguer, par exemple, on va vouloir le faire à chaque fois et le réutiliser dans plein de tests. Oui, alors là, effectivement, on a eu besoin, pour nous, de factoriser la partie login. Oui, on peut déclarer des sous-ensembles. Donc en fait, c'est des variables. Et les variables, on peut les coller n'importe où dans le fichier JSON. Et donc finalement, on va factoriser comme ça. C'est à base de variables. Et il me semble qu'on a un exemple sur le repo de CDS, justement pour la réutilisation de blocs. Il y a une question là-bas. Merci. Est-ce qu'il est possible de faire des screenshots avec PhantomJS ? Oui, avec PhantomJS, je ne sais plus. En fait, on n'utilise plus PhantomJS. Chrome Driver marche très bien. Et on n'utilise plus parce que ça flappait un peu trop. Ça tombait en panne un peu. On ne sait pas pourquoi. Et il me semble que, je ne vais peut-être pas dire de bêtises, mais je ne sais pas si c'est encore supporté PhantomJS. Mais Chrome Driver, c'est très bien. Et ça marche bien. Pardon. Oui, il y en a une au fond là-bas. Bonjour. Il n'y a rien pour essayer de les générer, les YAML ? Alors les YAML, en fait, ce qu'on a voulu, non, il n'y a rien pour les générer, en dehors de 3 mots-clés à retenir, test suite, test case, step. Et si tu vas voir sur la doc, sur GitHub, chaque exécuteur est dans un répertoire et il y a un README qui explique tous les cas possibles, toutes les choses possibles. Mais il n'y a rien pour le générer, il n'y a pas d'IHM, il n'y a pas une IHM à la Postman. C'était pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un YAML le plus simple possible, justement pour pouvoir faire des revues de code dessus. Et ça, c'était ultra important parce que, je vais me répéter, la situation, elle n'est pas de moi. Mais écrire des tests d'intégration, c'est facile. Les maintenir, c'est plus compliqué. Donc, si on avait un YAML qui était complexe, ça aurait été compliqué à faire les revues de code. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire évoluer les tests d'intégration, en avoir le plus possible sur les applications qui l'utilisent. Bonjour. Comment vous gérez les réponses asynchrones sur les tests UI ? Parce qu'il y a certains traitements qui peuvent prendre du temps. Oui. Il y a un mécanisme sur l'ensemble des exécuteurs de retry et de délai. En fait, quand l'assertion, je ne sais pas qui m'a parlé, mais quand l'assertion n'est pas OK, et qu'on a positionné un nombre de retry, ça va réessayer. Mais si on a positionné un attribut délai, ça va réessayer 5 secondes plus tard. Donc on peut faire des
les tests sur les assertions autant de fois qu'on veut. Et ça, c'est comme ça finalement qu'on va gérer le côté asynchrone, surtout quand c'est de l'Angular. Là, ça va, c'était rapide, mais oui, ça, c'est les retries et les délais qu'on peut mettre sur l'ensemble des exécuteurs sur les assertions. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. Est-ce qu'on peut faire des assertions sur des modèles de données, bases de données, etc. Alors, ça, c'est l'exécuteur qui s'appelle DBFeature, qui n'est pas là pour ça, en fait. Ça va peupler une base de données. Non. Il faut un exécuteur dédié à la base. Donc, l'exécuteur DBFeature, il prend en charge MySQL et PG. Ça permet d'insérer des données en base. Donc, ça permet de pré-peupler des choses pour faire les tests. La personne qui l'a développé me semble pas pas fait ce qu'il fallait pour aller passer des requêtes pour aller faire des checks. Ce serait pas compliqué du tout à faire, surtout vu comment c'est développé. Si tu as le besoin, on se fera le plaisir de le prendre en compte. On n'a pas eu le besoin interne là-dessus. Ouais. Ok. Merci. S'il y a encore des questions, je serai plus dehors.